Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 33 ans et, il y a 4 mois, mes parents ont déposé une requête au tribunal judiciaire pour me faire déclarer mentalement incompétente, afin de prendre le contrôle légal de ma vie, de mon argent et de tout ce que je possède. Imaginez la scène, une salle d'audience, des néons bourdonnant au plafond. Mon père assis à côté d'un avocat hors de prix, le dos droit, la mâchoire serrée, la même posture qu'il a adoptée en bout de table lors de nos dîners pendant 30 ans. Ma mère tamponnant ses yeux avec un mouchoir en tissu, jouant le chagrin comme si elle était née pour ce rôle. Leurs avocats me souriant avec suffisance de l'autre côté de l'allée, comme si c'était déjà fini. Ils voulaient mon compte bancaire, ma voiture, mon appartement. Ils m'ont qualifié d'immature, d'incapable, d'inapte à gérer mes propres affaires. Ils n'avaient aucune idée de ce que je possédais réellement. Et il y avait une chose, juste une, que Gérard Dubois, l'homme qui contrôlait tout et tout le monde dans notre famille depuis 3 décennies, n'avait jamais pris la peine de vérifier les registres publics du bureau où sa fille travaillait chaque jour. Avant de vous raconter la suite, si cette histoire résonne en vous, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous le souhaitez vraiment, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous ramener 4 mois en arrière, au soir où j'ai ouvert ma boîte aux lettres et trouvé une enveloppe du tribunal judiciaire. C'était un mardi de novembre. Je m'en souviens parce que les mardis étaient mes soirées mijoteuses. Rentrer, vérifier la marmite, manger quelque chose de chaud à ma petite table en formica, lire 1 heure, aller au lit. C'était ma vie. Prévisible, calme. La mienne. Mon appartement était un studio de 42 mètres carrés au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur, dans un quartier de classe moyenne où personne n'embêtait personne. Le robinet goûtait si on ne le serrait pas assez fort. Le radiateur claquait à 2 heures du matin. Le loyer était de 750 € par mois et je n'avais jamais manqué un paiement en 7 ans. J'ai trié le courrier sur le comptoir de la cuisine, facture d'électricité, prospectus du supermarché, et puis une enveloppe blanche, plus lourde que les autres, avec l'adresse de retour du tribunal imprimée dans le coin supérieur gauche. Je l'ai ouverte debout. Requête aux fins d'ouverture d'une mesure de tutelle. Requérant, Gérard R. Dubois et Dominique Monsieur Dubois. Intéressé, Léa L. Dubois. Motif, l'intéressée manque de capacité pour prendre soin d'elle-même et gérer ses finances. Mes mains tremblaient. Pas parce que j'avais peur du tribunal. J'avais travaillé dans un palais de justice toute ma carrière d'adulte. Je savais à quoi ressemblait une demande de tutelle. J'en avais classé des centaines dans des boîtes d'archives. Ce qui faisait trembler mes mains, c'était la réalisation que mes propres parents étaient entrés dans le cabinet d'un avocat, s'étaient assis et avaient prononcé ces mots à voix haute, « Notre fille ne peut pas s'occuper d'elle-même. Donnez-nous le contrôle. » J'ai posé la lettre sur le formica, juste à côté du petit carnet que je gardais dans le tiroir de ma cuisine. Celui avec 11 ans d'investissements écrits de ma propre main, en colonne soignée, mise à jour chaque trimestre. Mon père disait toujours que sa fille ne savait rien faire d'autre que trier de la paperasse. Il avait raison pour la partie paperasse. Il avait juste tort sur le reste. Et l'argent qu'il pensait que j'avais, comparé à l'argent que j'avais réellement. Ces 2 chiffres étaient séparés par une distance que Gérard Dubois n'aurait pas pu imaginer dans ses pires cauchemars. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, vous devez comprendre Gérard Dubois. Mon père était le genre d'homme qui s'asseyait en bout de table, littéralement. Thanksgiving, Noël, un dîner quelconque du mercredi. Peu importait. Chef de table, dos droit, voix assez forte pour remplir n'importe quelle pièce et ne laisser d'espace à personne d'autre. Si ma mère commençait une phrase, il la finissait. Si je donnais un avis, il agitait la main comme s'il chassait une mouche. Qu'est-ce que les filles connaissent? Pendant plus de 20 ans, il a dirigé Dubois et Fils Construction, une entreprise de taille moyenne, 15 ouvriers, des contrats de sous-traitance sur des chantiers commerciaux dans la région. Il en était fier, de la manière dont certains hommes sont fiers des choses qui brillent en surface, bruyamment, constamment, et d'une façon qui vous mettait au défi de poser des questions. Il conduisait un SUV Lexus argenté qui étincelait dans l'allée de notre maison de 4 chambres. En leasing, pas acheté, bien qu'il n'ait jamais donné ce détail. Il portait une Rolex au poignet gauche, qui n'était pas non plus ce qu'elle paraissait être. Mais il aurait fallu une loupe de bijoutier pour le savoir. Et Gérard n'était pas le genre d'homme qui laissait les gens s'approcher d'aussi près. Ma mère, Dominique, était un autre type d'arme. Elle n'aboyait pas d'ordre. Elle pleurait.
Elle soupirait. Elle vous appelait à 7 heures du matin pour dire « Je m'inquiète juste pour toi, ma chérie », d'une voix qui vous donnait l'impression d'avoir commis un crime en ne l'appelant pas en premier. Et si vous disiez non à quelque chose, n'importe quoi, elle téléphonait à chaque tante, cousin et ami de la paroisse dans un rayon de 80 km pour leur dire que vous étiez perturbée, ingrate, froide. Ensemble, ils formaient un système fermé, Gérard commandait, Dominique faisait respecter l'ordre par la culpabilité, et quiconque résistait était redéfini comme étant le problème. Ce que je ne savais pas encore, ce que personne en dehors du tribunal de commerce ne savait, c'est que Dubois et Fils Construction avaient été placés en liquidation judiciaire 6 mois avant que cette requête n'atterrisse dans ma boîte aux lettres. La Lexus avait 3 mois de retard sur les paiements du leasing. La maison de 4 chambres avait un avis de saisie immobilière scotché à l'intérieur d'un placard de cuisine. Gérard Dubois se noyait, et il avait besoin d'un radeau de sauvetage qu'il pourrait contrôler. Les gens demanderont, les gens demandent toujours, pourquoi n'as-tu pas simplement coupé les ponts il y a des années? C'est une question légitime, et la réponse comporte 3 parties. La première était l'argent. Quand j'avais 22 ans, fraîchement sorti de l'université avec un diplôme en sciences de l'information et un emploi au service de la publicité foncière payé 28 500 € par an, j'avais 43 000 € de prêt étudiant. Mon père s'était porté caution solidaire, et il me rappelait ce fait comme certaines personnes vous rappellent la météo, constamment, nonchalamment, et avec juste ce qu'il faut de menaces sous-jacentes. Tu t'éloignes de cette famille, Léa, et j'appelle la banque. Tu me comprends? Je suis caution. Je peux passer un coup de fil. Il ne pouvait pas, en fait. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les cautions. Mais j'avais 22 ans et je ne le savais pas encore. J'ai remboursé chaque centime de ce prêt avant mes 31 ans. J'ai cliqué sur « Confirmer le paiement final » assise dans ma Honda Civic sur le parking d'un supermarché et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Pas de tristesse, mais parce que pour la première fois en 9 ans, Gérard Dubois ne tenait plus rien de moi entre ses mains. Il ne le savait juste pas encore. La deuxième raison était Étienne, mon petit frère, de 13 ans mon cadet. Calme, intelligent, le genre de gamin qui lisait des encyclopédies entières sur son téléphone sans le dire à personne. Il vivait sous le toit de Gérard. Si je partais, Gérard punirait Étienne pour ça, retirerait son fonds pour l'université, le mettrait dehors, l'utiliserait pour me blesser, ou le blesserait pour me rappeler à l'ordre. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Étienne a eu 20 ans l'année dernière. Il est en 2e année d'université grâce à une bourse au mérite qu'il a obtenue lui-même. Il n'est plus un otage. La 3e raison était un morceau de papier. Quand j'avais 24 ans, j'ai signé une procuration limitée donnant à mon père l'autorité pour gérer un sinistre d'assurance sur ma voiture. Une petite chose. Je n'avais pas lu les petits caractères assez attentivement. Je lui faisais confiance parce qu'il était mon père et que j'avais 24 ans et que je croyais encore que ce mot signifiait quelque chose. Gérard a gardé l'original. Je l'ai révoqué 3 ans plus tard par écrit notarié. Mais Gérard a déposé cette procuration originale avec sa demande de tutelle comme si elle était encore active, comme si je lui avais volontairement donné le contrôle une fois auparavant et que je pourrais avoir besoin qu'on me le redonne. Il a caché la révocation. Il a menti au tribunal. Je ne connaissais pas cette partie non plus. Pas avant la phase d'instruction. La personne qui travaille aux archives comprend une chose que la plupart des gens ignorent, le moment où vous ouvrez un dossier compte tout autant que ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas coupé les ponts immédiatement. J'ai attendu. Je me suis préparé. Et quand les 3 chaînes se sont brisées le prêt, la dépendance d'Étienne, la procuration révoquée, Gérard a perdu tout levier qu'il avait. Alors, il a fait escalader les choses jusqu'au tribunal, et c'était son erreur, car on peut raccrocher au nez lors d'un appel téléphonique, mais on ne peut pas tourner le dos à une procédure judiciaire. Il m'a forcé à mener un combat que je ne pouvais pas éviter. Alors, je me suis préparé pour le seul combat dont j'aurais jamais besoin. Voici le truc quand on est archiviste et que personne ne vous dit, vous passez vos journées entourés de l'anatomie financière de tout un département. Titre de propriété, hypothèque, avis de saisie, transfert de fiducie, succession. Des milliers, année après année, passant entre vos mains. La plupart des gens de mon bureau les traitaient et passaient à autre chose. Moi, je les traitais et je prenais des notes. À 23 ans, j'avais commencé à lire sur l'investissement indiciel. Rien d'exotique, rien de risqué. La méthode Bogle. Acheter tout le marché. Garder les frais bas.
Ne pas y toucher. Laissez les intérêts composés faire ce que font les intérêts composés. J'ai ouvert un PEA et un compte titre avec mes premiers 370 € et mis en place des virements automatiques chaque mois sans faute. Je vivais avec moins de 1100 € par mois, studio, riz et pâtes, livres de bibliothèque, une Honda Civic achetée d'occasion pour 5500 € en liquide, et tout le reste était investi. À 25 ans, j'ai remarqué quelque chose au travail. Les biens immobiliers saisis. Des maisons qui allaient aux enchères parce que les propriétaires devaient des arriérés d'impôts ou de charges, parfois juste quelques milliers d'euros. Je regardais les dossiers passer. Une maison de 2 chambres dans le quartier est achetée aux enchères pour 21 000 €. Valeur estimée précédente, 100 000 €. J'ai fait le calcul sur une serviette pendant le déjeuner. J'ai acheté cette maison. J'ai passé mes week-ends à réparer les cloisons sèches, peindre les murs, remplacer les robinets avec des tutoriels YouTube et une boîte à outils empruntée. Je l'ai loué 1000 € par mois à un jeune couple qui l'a gardé plus propre que je ne l'avais laissé. Puis j'en ai acheté une autre, puis une troisième. Ma collègue Marguerite Hoult, 61 ans, expert comptable à la retraite, travaillant maintenant à temps partiel dans notre bureau parce qu'elle disait que la retraite était ennuyeuse et surfaite, est devenue quelque chose entre un mentor et un ange gardien. Elle m'a appris à lire les états financiers comme un chirurgien lit une IRM. Elle a vérifié mes déclarations fiscales. Elle a fait certifier mes documents. Elle ne m'a jamais dit une seule fois que j'étais folle de vivre dans un studio tout en possédant 3 propriétés locatives. Personne au travail ne savait. Je ne conduisais pas une voiture neuve. Je ne portais pas de vêtements chers. Mon bureau avait un mug Folger et un écran fourni par le département. Et si vous y jetiez un coup d'œil, vous verriez un tableau de bord de gestion des archives et rien d'autre. Vous ne verriez pas le deuxième onglet que je gardais ouvert sur mon ordinateur personnel à la maison, un portefeuille d'investissement qui composait depuis 11 ans. Marguerite était la seule personne à savoir que j'avais plus qu'un studio à mon nom. Mais même Marguerite ne connaissait pas le chiffre exact. Pas avant que le tribunal ne m'ordonne de le divulguer. Après mon refus de signer les papiers de mise sous tutelle volontaire, Gérard a changé de tactique. Je reconnais ça à mon père, quand il voulait quelque chose, il ne perdait pas de temps à être subtil. Il a lancé une campagne non pas contre un ennemi ou un concurrent, mais contre sa propre fille, avec l'efficacité d'un homme qui avait passé 3 décennies à gérer des équipes de construction et à dire à tout le monde autour de lui quoi faire. Moins d'une semaine après mon refus, il avait passé des appels. Ma tante Barbara, sa sœur aînée, celle qui s'en remettait toujours à lui, m'a appelé un jeudi soir avec sa voix placée dans ce registre prudent que les gens utilisent quand ils pensent que quelqu'un pourrait être fragile. Ma chérie, ton père dit que tu as des difficultés. Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas? Mon cousin Patrick a envoyé un SMS. Salut, j'ai entendu dire que c'était dur. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. Il ne m'avait jamais envoyé de SMS de sa vie. La contribution de Dominique fut plus chirurgicale. Elle a posté sur Facebook. Pas de nom, mais le genre de publication où tout le monde dans la famille savait exactement de qui elle parlait. Quand votre enfant refuse de l'aide, tout ce qu'une mère peut faire, c'est prier. Certaines batailles ne peuvent être menées seules. 87 réactions, 31 commentaires, chacun l'assurant qu'elle était une mère merveilleuse. Pendant ce temps, mon téléphone a vibré 14 fois en une journée. Appels manqués de numéros que je reconnaissais et d'autres non. Gérard construisait un récit, Léa est instable. Léa est isolée. Léa a besoin d'une intervention. Et il le distribuait à tous ceux qui pourraient un jour s'asseoir dans le fauteuil des témoins. Et puis les SMS de Gérard lui-même ont commencé tard le soir. Brutaux. Tu penses être plus intelligente que ton père? Une fille sans mari, sans vie, vivant dans une boîte. Tu vas regretter ça, Léa. Je n'ai pas effacé ces SMS. J'ai fait une capture d'écran de chacun d'eux, avec l'horodatage, et je les ai enregistrés dans un dossier intitulé EGD sur une clé USB que je gardais dans le tiroir de mon bureau au travail. Quelque chose d'autre est arrivé cette semaine-là, quelque chose de plus calme, de plus dangereux. Ma tante Barbara a appelé une seconde fois, et cette fois sa voix n'était pas seulement inquiète. Elle était répétée. Ma chérie, ton père a mentionné que tu pourrais souffrir de dépression. Une dépression grave. Il veut s'assurer que tu reçois de l'aide. Gérard n'appelait pas seulement la famille, il leur donnait un script. Puis le tribunal a fait quelque chose que Gérard ne s'attendait pas à voir jouer en ma faveur.
Dans le cadre du processus standard de mise sous tutelle, le juge a émis une ordonnance exigeant que les deux parties soumettent une déclaration financière complète, un inventaire détaillé des actifs, passifs, revenus et dépenses. Procédure standard, rien d'inhabituel, le genre de paperasse qui, pour la plupart des gens, est fastidieuse et intrusive. Pour moi, c'était une invitation. Je me suis assise à ma table en formica ce soir-là et j'ai lu l'ordonnance du tribunal 2 fois. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai souri sincèrement. Le genre de sourire qui commence derrière les yeux avant d'atteindre la bouche. Ils veulent que le tribunal regarde mes finances? Bien, laissez le tribunal regarder. J'ai sorti le carnet Moleskine noir du tiroir de ma cuisine, celui avec la tranche craquelée par 11 ans d'utilisation. Chaque page remplie de mon écriture en colonnes soignées. Date, numéro de compte, prix d'achat, revenu locatif, relevé trimestriel de mes ETF. J'ai appelé Marguerite à 20h30 ce soir-là. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Marguerite décrochait toujours à la deuxième sonnerie. Une habitude qu'elle disait tenir de 30 ans de comptabilité. On ne laisse jamais un client attendre et on ne laisse jamais un téléphone sonner 4 fois. Marguerite, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu m'aider à tout compiler dans une déclaration formelle? Tout? Une pause. Tout? Absolument tout, Léa. Une autre pause. Ça va être un sacré document. Je sais. Je n'avais jamais tout totalisé au même endroit auparavant. 11 ans de cotisation aux fonds indiciels, croissance composée, dividendes réinvestis, 3 propriétés locatives avec des capitaux propres et des flux de revenus, épargne, la Honda Civic valant environ 3700 € dans un bon jour, le bail du studio. Quand Marguerite et moi avons terminé le tableur 3 jours plus tard, nous nous sommes assises l'une en face de l'autre à sa table de cuisine et avons regardé le chiffre au bas de la page. Marguerite a enlevé ses lunettes de lecture, les a posées sur la table et a dit. Ton père n'en a absolument aucune idée, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Il ne le sait pas. Je me sentais honnêtement un peu étourdi moi-même. J'avais été tellement concentré sur le processus économiser, investir, maintenir, répéter que je n'avais jamais pris de recul pour voir l'image complète. Les chiffres se composent silencieusement. Ils ne s'annoncent pas. Ils grandissent simplement dans l'obscurité comme des racines sous le béton. Pendant que je compilais la vérité, Gérard fabriquait un mensonge. Grâce à la procédure de communication des pièces, où les deux parties échangent des preuves avant une audience, j'ai reçu des copies de ce que l'avocat de Gérard, maître Christophe Delorme, avait soumis au tribunal au nom de mes parents. Christophe Delorme avait 50 ans, était soigné et spécialisé dans les tutelles et le droit des aînés. Il avait la réputation dans le département d'avoir gagné 12 affaires de tutelle consécutives sans défaite, impliquant principalement des clients âgés dont les familles voulaient le contrôle de leurs biens. Il portait des costumes sur mesure, avait un stylo main blank et l'assurance lisse d'un homme qui n'avait jamais été surpris dans une salle d'audience. Il facturait 370 € de l'heure, et Gérard le payait avec de l'argent emprunté, de l'argent que Gérard ne pouvait pas se permettre, pariant qu'il le récupérerait sur moi au centuple. Le dossier de preuve contenait 3 éléments. Premièrement, une attestation sur l'honneur de Gérard et Dominique déclarant que je vivais dans l'isolement, refusais de maintenir des relations sociales et démontrait une incapacité à gérer les responsabilités fondamentales de la vie. Des mensonges enveloppés dans un langage juridique et certifiés avec un visage impassible. Deuxièmement, des lettres de ma tante Barbara et d'un ancien voisin nommé Thomas Garnier exprimant leur inquiétude pour mon bien-être. La lettre de Barbara était vague et émotionnelle. Celle de Thomas était presque comiquement mince. Il avait vécu 3 maisons plus loin de chez mes parents et ne m'avait pas parlé depuis 6 ans. Gérard les avait clairement coachés tous les deux. Troisièmement, et c'était celui qui m'a serré la poitrine, une évaluation psychologique rédigée par un médecin, le docteur Henri Philippe. Le rapport concluait que je présentais des signes de retrait social, de dysfonctionnement exécutif et de jugement financier altéré. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai vérifié l'entête. Le docteur Philippe ne m'avait jamais rencontré, jamais examiné, jamais parlé. Le rapport était entièrement basé sur les descriptions fournies par les membres de la famille. Une évaluation psychologique d'une personne que le médecin n'avait jamais vue. J'ai posé le document et pris mon téléphone. Maître Rachel Petit, l'avocate que j'avais engagée 3 jours plus tôt, a répondu à la première sonnerie. Rachel, le rapport psy. Le médecin ne m'a jamais examiné. Je l'ai vu.
Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. Non, a dit Rachel, c'est potentiellement une fraude au jugement, et c'est exactement ce que nous allons utiliser. Je devrais vous dire comment j'ai trouvé Rachel Petit. 2 jours après avoir reçu la convocation au tribunal, je me suis assise à la bibliothèque municipale, pas chez moi, pas au travail, quelque part où personne ne verrait mon écran, et j'ai cherché des avocats spécialisés dans la lutte contre les tutelles abusives. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est un domaine du droit étroit, le genre auquel la plupart des gens ne pensent jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le nom de Rachel est apparu dans un article d'un journal local sur la réforme des tutelles. Elle avait représenté 3 clients dont les familles avaient tenté d'utiliser le système pour saisir le contrôle de leurs finances. Elle avait gagné les 3. Son cabinet était petit, une ancienne boutique reconvertie dans une rue latérale du centre-ville, le genre d'endroit devant lequel on passe sans remarquer. Des étagères du sol au plafond, un diplôme de droit encadré au mur et une tasse de thé sur son bureau qui avait clairement refroidi il y a des heures. Elle avait 41 ans, était directe et avait ce genre de calme qui suggérait qu'elle s'était assise en face d'histoires pires que la mienne. « Dites-moi ce qu'ils veulent », a-t-elle dit. « Tout. Mon compte bancaire, ma voiture, mon appartement. »« Et qu'avez-vous réellement ?» J'ai posé le dossier sur son bureau. Pas le dossier du tribunal. Mon dossier. Celui que Marguerite et moi avions compilé. Rachel l'a ouvert. Elle a tourné les pages lentement. J'ai regardé ses yeux. Elle n'a pas réagi pendant environ 30 secondes. Puis elle a levé les yeux. Vos parents ne savent rien de tout cela. Mon père ne m'a jamais demandé combien je gagnais. Il a supposé qu'il connaissait déjà la réponse. Rachel a fermé le dossier et s'est adossée à sa chaise. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, je vais demander au tribunal de nommer un enquêteur indépendant, quelqu'un qui vous rencontrera réellement au lieu d'écrire un rapport basé sur le script de votre père. Deuxièmement, nous préparons la déclaration de patrimoine exactement comme le tribunal l'a ordonné. Troisièmement, et c'est important, nous ne montrons pas une seule carte avant l'audience. Elle marqua une pause. Il y a encore une chose. Sortez vos relevés bancaires complets et vérifiez le fichier des incidents de la Banque de France ce soir. N'attendez pas. Pourquoi ? Parce que d'après mon expérience, quand un parent demande une tutelle sur un enfant adulte financièrement indépendant, ce n'est parfois pas la première fois qu'il franchit une ligne. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Pas encore. Gérard, pendant ce temps, n'attendait pas le tribunal. Il construisait son dossier devant le tribunal de l'opinion publique. Il a dit au groupe d'hommes de sa paroisse que son aîné avait des difficultés mentales. Il n'a pas dit tutelle. Il a dit intervention, ce qui semblait plus doux, plus noble, comme quelque chose qu'un père aimant ferait. Il a dit que lui et Dominique intervenaient, avant qu'il ne soit trop tard. 3 hommes ont proposé de prier avec lui. L'un lui a serré la main et a dit « Tu fais la bonne chose, Gérard ». Dominique a amplifié le message avec une précision chirurgicale. Elle a appelé les associés de mon père, ceux qui n'avaient pas encore entendu parler de la faillite, et a mentionné presque nonchalamment qu'il faisait face à une situation de santé familiale. Elle a appelé les voisins. Elle a appelé la femme de l'agent immobilier de mon propriétaire. Elle a atteint de plus en plus loin chaque cercle qui pourrait un jour chevaucher le mien. Les effets m'ont frappé au travail un jeudi matin. J'étais à mon bureau en train de traiter un lot de transferts de propriété quand ma superviseure s'est arrêtée et a demandé si nous pouvions aller dans la salle de conférence pour une discussion rapide. Elle a été gentille à ce sujet. Elle a dit qu'elle avait reçu un appel et elle ne voulait pas dire de qui, demandant des nouvelles de ma santé mentale et si cela affectait mes performances au travail. Je suis tenu de demander, a-t-elle dit non sans gentillesse. Y a-t-il quelque chose qui se passe que vous aimeriez que les RH sachent ? Je l'ai regardé. Mes parents déposent une requête que j'ai l'intention de contester. Elle n'a aucun fondement. Mon travail n'a pas été affecté et ne le sera pas. Elle a hoché la tête, pris une note et m'a laissé partir, mais les dégâts étaient dans l'air. 2 collègues m'ont regardé différemment dans le couloir. Quelqu'un avait vu le post Facebook de Dominique. Puis est venu l'appel du propriétaire. Gérard avait contacté le bureau de gestion de mon immeuble, exprimant son inquiétude quant à la capacité de sa fille à maintenir sa situation de logement. Mon propriétaire, un homme honnête qui n'avait jamais eu de plainte à mon sujet, a appelé pour demander si tout allait bien. Il n'a pas dit qu'il ne renouvellerait pas mon bail. Il a juste dit qu'il prenait des nouvelles.
Gérard essayait de démanteler ma vie de l'extérieur vers l'intérieur. Employeur, logement, cercle social, brique par brique. Et il pensait le faire à quelqu'un qui n'avait rien. Pas de ressources, pas d'alliés, pas de recours. Ce soir-là, j'ai suivi le conseil de Rachel et j'ai vérifié ma situation financière globale, y compris le fichier des comptes bancaires, FICOBA, et les incidents de crédit. Je me suis assise à ma table de cuisine avec l'ordinateur portable ouvert et un verre d'eau que je n'ai jamais touché. La première page s'est chargée et tout semblait normal. Mes comptes, mon assurance auto, mon historique de loyer, propre, organisé, à moi. Puis j'ai fait défiler vers le bas. 2 comptes de crédit renouvelables que je n'avais jamais ouverts. Une Visa, une Mastercard, toutes deux émises 14 et 11 mois auparavant. Solde impayé combiné, 26 500 €. Des adresses de facturation que je ne reconnaissais pas, mais l'une d'elles correspondait à une boîte postale que Gérard avait utilisée pour son entreprise. J'ai continué à faire défiler. Un prêt hypothécaire, tiré sur ma deuxième propriété locative, 78 000 €, ouvert il y a 9 mois. La demande portait mon nom, mon numéro de sécurité sociale et une signature qui n'était pas la mienne. Je suis resté très immobile pendant un long moment. Mes parents n'avaient pas seulement déposé une demande de tutelle pour obtenir le contrôle de mes finances. Ils étaient déjà à l'intérieur de mes finances sans que je le sache, sans mon consentement, utilisant des informations qu'ils avaient obtenues grâce à la procuration limitée que j'avais révoquée il y a 3 ans. Gérard avait gardé l'original, l'avait présenté comme actif et l'avait utilisé pour ouvrir des lignes de crédit au nom de sa fille pour alimenter une faillite dont il n'avait parlé à personne. 315 000 €. C'était le total. Les cartes de crédit plus le prêt hypothécaire plus les intérêts et frais pris sur moi par mes parents. J'ai appelé Rachel à 23h15. J'ai trouvé, ai-je dit. Ma voix était plus stable que je ne l'espérais. 2 cartes de crédit frauduleuses, un prêt hypothécaire avec une signature falsifiée. Exposition totale de plus de 315 000 €. Rachel est restée silencieuse un moment. Puis. C'est une usurpation d'identité, Léa. Et c'est exactement pour cela qu'ils ont besoin de la tutelle, pour légaliser rétroactivement ce qu'ils ont déjà fait illégalement. Qu'est-ce qu'on fait? Nous pourrions le signaler à la police tout de suite. Non. Je me suis surprise par la rapidité avec laquelle le mot est sorti. Pas encore. Je veux que tout sorte en même temps à l'audience, devant le juge, devant leur avocat, devant mon père. Rachel a marqué une pause. Vous comprenez le risque? Si nous attendons. Je comprends le risque. Je comprends aussi mon père. Il a besoin de l'entendre lire à voix haute officiellement dans une pièce qu'il ne peut pas quitter. C'est le seul langage qu'il ait jamais respecté. D'accord, a dit Rachel. Alors nous commandons un audit judiciaire, un cabinet d'expertise comptable indépendant, documenté, certifié, admissible, et nous le joignons à votre déclaration de patrimoine comme pièce supplémentaire. Faites-le. J'ai raccroché et je me suis assise dans la cuisine sombre pendant un moment. Le robinet gouttait. Le radiateur claquait, et quelque part à l'autre bout de la ville, dans une maison de 4 chambres avec un avis de saisie caché dans un placard, Gérard Dubois dormait à poing fermé, confiant que son plan fonctionnait. 3 semaines avant l'audience, une femme nommée Linda Marchand est venue à mon appartement. C'était l'enquêtrice désignée par le tribunal, 55 ans, cheveux gris et professionnellement neutres, de cette manière qui vous donne envie d'être complètement honnête parce que vous pouvez voir qu'elle a vu toutes les versions de la malhonnêteté qui existent. Le tribunal l'avait assignée pour évaluer si j'étais en fait incapable de gérer ma propre vie. Elle s'est tenue sur le seuil de ma porte et a observé le studio, 42 mètres carrés, propre, organisé, lit fait, vaisselle lavée, une petite bibliothèque contre le mur, facture dans un dossier sur le comptoir, toute payée, tout à jour. Puis-je entrer? Bien sûr. Elle est restée 90 minutes. Elle a posé des questions sur mon travail, ma routine quotidienne, ma vie sociale, mes finances. Des questions générales, prudentes, conçues pour faire ressortir la confusion ou les lacunes. J'ai répondu à chacune simplement. Je lui ai parlé du bureau des hypothèques, de mes habitudes de lecture, des recettes que je cuisinais les soirs de semaine et des promenades que je faisais le dimanche matin. Elle a pris des notes. Elle a posé des questions sur mes parents. Ils croient que je ne peux pas gérer ma vie, ai-je dit. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont déposé cette requête?
Je l'ai regardé directement. Vous devrez leur demander. Linda a également rencontré Gérard et Dominique. Rachel m'a raconté après coup ce qu'on lui avait dit. Gérard avait dominé la réunion, coupé la parole à Dominique plusieurs fois et souligné avec une frustration visible que je vivais dans un studio, conduisais une vieille voiture, n'avais pas de mari et pas d'enfant. 33 ans, aurait-il dit, se penchant en avant, pointant un doigt sur la table. Vivant dans une boîte, pas d'avenir. C'est normal pour vous? Dominique avait pleuré. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Le rapport de Linda serait soumis au tribunal avant l'audience. Je ne savais pas ce qu'elle avait écrit, mais quand elle a quitté mon appartement, elle s'est arrêtée à la porte et a jeté un coup d'œil à ma bibliothèque, 3 rangées de profondeur, moitié financière, moitié littéraire, puis m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Merci, Léa. J'ai ce qu'il me faut. Et elle a souri très légèrement. 3 jours avant l'audience, 23h47, mon téléphone s'est allumé sur la table de nuit. Papa. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi, la partie qui attendait depuis 11 ans cette conversation, a décroché. Léa. Sa voix était contrôlée, comme elle le devenait quand il voulait que vous sentiez le poids de son autorité sans élever le volume. Écoute-moi. Tu dois retirer ton objection. Signe la tutelle volontaire. Ta mère est malade à cause de ça. Je porte une dette que tu ne peux pas imaginer. Tu es notre fille. Tu as une obligation. Papa, j'ai déjà dit non. Je le redirai au tribunal. Toi. Une fissure dans le contrôle. Tu penses que tu peux me défier devant un juge? Tu penses que quelqu'un va prendre ton parti? Tu es une fille qui trie de la paperasse dans un sous-sol, Léa. C'est tout ce que tu as jamais été. J'ai laissé le silence durer un instant. 1, 2, 3. Tu verras ce que la fille qui trie de la paperasse peut faire. Bonne nuit, papa. J'ai raccroché, posé le téléphone face contre terre sur la table de nuit, je me suis assise dans le noir sur ma table de cuisine. Le dossier de divulgation complet attendait, 40 pages avec des onglets jaunes, chaque chiffre vérifié, chaque document certifié. Rachel avait confirmé que l'audit judiciaire était terminé. Le cabinet d'experts comptables indépendants avait retracé chaque transaction non autorisée, documenté la signature falsifiée du prêt hypothécaire, identifié les demandes de cartes de crédit frauduleuses et les avait reliées directement à Gérard et Dominique Dubois. Tout était prêt. L'audience était mardi matin, dans 72 heures. J'ai regardé le plafond pendant un long moment. Le lampadaire dehors jetait un rectangle pâle sur le plâtre. Je n'avais pas peur. Pas de la façon dont j'avais eu peur à 22 ans avec un précautionné suspendu au-dessus de ma tête. C'était différent. C'était le genre de calme qui vient avant d'entrer dans quelque chose qu'on ne peut pas défaire. 3 jours. 3 jours et ce serait fini. D'une façon ou d'une autre. Si vous écoutez en ce moment et que vous savez ce que c'est que de rester éveillé la nuit parce que les personnes qui étaient censées vous protéger sont celles-là même qui menacent de tout prendre, alors cette histoire est pour vous. Et ce qui vient ensuite est la partie où j'ai presque craqué. Si vous voulez continuer, cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer, mais seulement si cette histoire signifie quelque chose pour vous. Laissez-moi vous emmener au mardi matin. Mardi, 8h45. Tribunal judiciaire, salle 7. Je suis arrivé tôt parce que je n'ai jamais été en retard à quoi que ce soit de ma vie, et je n'allais pas commencer avec l'audience qui déterminerait si je gardais le contrôle de ma propre existence. Je portais une chemise bleu clair, un pantalon foncé, des chaussures plates, pas de bijoux sauf une simple montre-bracelet. Pas de maquillage au-delà d'une crème hydratante et d'un coup de baume à lèvres. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une employée des archives départementales pendant son jour de congé. Rien de plus, rien à prouver. La salle d'audience était plus petite que ce que les gens imaginent. Des murs lambrissés, des néons qui bourdonnaient faiblement au plafond, 2 tables face au juge, une galerie avec environ 20 sièges, pour la plupart vides. Gérard et Dominique étaient déjà là. Mon père était assis du côté gauche dans un costume gris anthracite que je n'avais jamais vu auparavant neuf, emprunté, ou acheté avec une carte de crédit qu'il ne pouvait pas payer. Sa posture était militairement droite. Dominique était assise à côté de lui dans une robe bleu marine, serrant un mouchoir en tissu comme un accessoire dans une pièce de théâtre. Entre eux,
Maître Christophe Delorme avait son ordinateur portable ouvert et son stylo Montblanc débouché, des boutons de manchette en argent captant la lumière du plafond. Il ressemblait à un homme qui avait déjà rédigé sa déclaration finale. Derrière eux, tante Barbara au premier rang de la galerie, les mains jointes sur ses genoux, et Thomas Garnier, l'ancien voisin, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. J'ai marché vers la table de droite et je me suis assise à côté de maître Rachel Petit. Rachel portait un blazer sombre, pas d'accessoires, sa mallette fermée. Elle ne regardait pas l'autre côté. Elle n'en avait pas besoin. Sur notre table, un seul dossier en plastique transparent, onglet jaune, 40 pages. J'ai jeté un coup d'œil à travers la pièce. Les doigts de Gérard tapaient sur la table. Un tambourinement lent et rythmé que je connaissais depuis l'enfance. Il faisait toujours ça quand il se sentait sûr de lui, quand il croyait que le résultat était déjà décidé. J'avais regardé ses doigts taper pendant 33 ans. L'huissier a appelé la salle à l'ordre. Le juge Robert Calvet a pris place. 58 ans, cheveux argentés, connu pour deux choses, l'équité et une politique de tolérance zéro pour la perte de temps. Dans l'affaire Dubois contre Dubois, a annoncé le greffier, requête aux fins de mise sous tutelle. Ça avait commencé. Maître Christophe Delorme s'est levé le premier. Il a boutonné sa veste d'une main, un mouvement fluide et rodé, et s'est adressé au juge avec l'assurance mesurée d'un homme qui savait exactement combien de fois il avait gagné. Monsieur le juge, nous sommes ici aujourd'hui par souci sincère pour le bien-être de Léa Dubois, âgée de 33 ans. Mademoiselle Dubois vit seule dans un studio, maintient un contact social minimal, gagne un revenu modeste en tant qu'employée de bureau au service de la publicité foncière. Et a montré sur une période prolongée une incapacité à établir ou maintenir le genre de vie personnelle et professionnelle qui reflète un jugement sain et une autosuffisance. Il a fait une pause pour les faits, juste assez longue. Ses parents, Gérard et Dominique Dubois, ne sont pas ici comme adversaires. Ils sont ici en tant que parents. Des parents inquiets qui ont vu leur fille se retirer de la famille, de la communauté, des opportunités, et qui croient sincèrement qu'une tutelle est l'intervention la plus aimante qu'ils puissent offrir. Il a présenté l'attestation. Celle de Gérard, clinique, contrôlée, un portrait d'inquiétude paternelle. Celle de Dominique, émotionnelle, larmoyante, l'angoisse d'une mère. Il a soumis les lettres de Barbara et de Thomas Garnier. Nous sommes juste inquiets pour elle. Elle est si isolée. Ce n'est pas normal. Puis il a présenté le rapport du docteur Philippe. Il l'a tenu à deux mains. Laissez le juge voir l'entête officielle. Une évaluation psychologique qualifiée, monsieur le juge, menée par le docteur Henri Philippe, concluant que mademoiselle Dubois présente des marqueurs compatibles avec une fonction exécutive altérée et une capacité diminuée de gestion financière autonome. Dominique pleurait doucement maintenant, tamponnant ses yeux à intervalles mesurés. Gérard restait rigide, son expression arrangée en quelque chose qui était censé ressembler à de la douleur, mais qui ressemblait pour quiconque le connaissait exactement à du contrôle. Christophe Delorme est retourné à sa place, a débouché son Montblanc et a pris une note. Il m'a jeté un coup d'œil à travers l'allée, brièvement, avec dédain. La façon dont on regarde quelque chose qui est déjà réglé. C'est une employée de bureau, disait ce regard. Elle n'a rien. Je suis resté assise à travers tout ça. Chaque mot, incapable, isolé, inapte à gérer. La performance de Dominique avec le mouchoir. L'inquiétude répétée de Barbara. Le témoignage vague et inconfortable de Thomas Garnier sur le fait que je ne sortais pas beaucoup quand je vivais à 3 portes de chez lui. Il y a 6 ans, quand j'avais 27 ans et que je passais tous mes week-ends à rénover une maison qu'il ne savait pas que je possédais. Je suis resté assise pendant que Christophe Delorme décrivait ma vie comme une preuve d'échec. Un studio, une vieille voiture, un emploi départemental, une femme seule. Sous la table, mes mains étaient des poings. Pas de colère, de retenue. 11 ans de retenue comprimés en une seule matinée. Rachel a posé sa main légèrement sur mon avant-bras. Pas encore, a-t-elle murmuré sans bouger les lèvres. Presque. J'ai regardé à travers l'allée vers mon père. Il ne regardait pas Delorme ou le juge. Il me regardait. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je voyais depuis que j'étais assez vieille pour le comprendre. La certitude. Pas qu'il avait raison. Gérard ne se demandait jamais s'il avait raison. La certitude que le monde était organisé comme il l'avait toujours cru, que les filles restaient petites. Que l'autorité gagnait toujours.
que la personne qui parlait le plus fort possédait la pièce. Il n'a pas cligné des yeux. Moi non plus. J'ai baissé la tête pendant 3 secondes, inspiré par le nez, expiré par la bouche. Puis j'ai redressé mon dos, placé les 2 paumes à plat sur la table et regardé devant moi. Mon père m'a appris quelque chose qu'il n'a jamais eu l'intention d'enseigner: quand on vous a sous-estimé toute votre vie, vous apprenez à vous préparer à tout, parce que vous savez que personne ne vous donnera une seconde chance. Le dossier était posé entre Rachel et moi sur la table. Onglet jaune, 40 pages, chaque chiffre vérifié. Gérard avait apporté un récit. J'avais apporté les preuves. Le juge Calvet s'est tourné vers notre côté. Maître Petit, l'intimée souhaite-t-elle présenter une réponse? Rachel s'est levée, a boutonné son blazer. Oui, monsieur le juge, et nous aimerions commencer par le rapport de l'enquêtrice désignée par le tribunal. Rachel ne s'est pas précipitée. Elle n'a pas joué la comédie. Elle a simplement demandé au tribunal de lire le rapport soumis par Linda Marchand, l'enquêtrice sociale indépendante. Le greffier a ouvert le document scellé et a lu le résumé pour le dossier. L'enquêtrice du tribunal a mené une évaluation en personne de 90 minutes de l'intimée à son domicile. L'intimée a démontré une pleine capacité cognitive, y compris une articulation claire des responsabilités financières, un historique d'emploi constant, des conditions de vie organisées et aucun indicateur clinique de jugement altéré ou de dysfonctionnement exécutif. Gérard a décroisé ses jambes, les a recroisées. L'enquêtrice note en outre que la caractérisation par les requérants de l'intimé comme isolé et incapable de maintenir des relations sociales est incompatible avec le dossier d'emploi stable de 11 ans de l'intimé. Son environnement domestique organisé et sa présentation articulée lors de l'évaluation. Christophe Delorme a arrêté d'écrire. Son mind blank planait au-dessus de son bloc-notes. De plus, l'évaluation psychologique soumise par les requérants a été rédigée par le docteur Henri Philippe, qui n'a aucun dossier documenté d'examen clinique direct de l'intimé. L'évaluation semble avoir été préparée uniquement à partir de descriptions fournies par des membres de la famille, ce qui soulève d'importantes préoccupations éthiques et probatoires. La salle d'audience était calme, le genre de calme qui a une texture, où l'on peut sentir l'air changer. Le juge Calvet a levé les yeux de sa copie du rapport. Il a regardé Christophe Delorme, puis Gérard, puis à nouveau le rapport. Maître Delorme, a dit le juge, sa voix plate et précise. Étiez-vous au courant que le docteur Philippe n'a pas mené d'examen direct de l'intimé? Christophe Delorme a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a dit. Monsieur le juge, le docteur Philippe est un médecin agréé. Ce n'était pas ma question. J'étais sous l'impression qu'une évaluation avait été. Nous y reviendrons. Le juge a pris une note. Maître Petit, veuillez continuer. Le mouchoir de Dominique avait cessé de bouger. Les mains de tante Barbara n'étaient plus jointes. Elles se agrippaient l'une l'autre, et les doigts de Gérard avaient arrêté de taper sur la table. Pour la première fois de l'audience, la pièce ne bougeait pas dans sa direction. Rachel a laissé le silence retomber. Puis elle a parlé. Monsieur le juge, nous souhaiterions également soumettre la déclaration de patrimoine de l'intimé ordonnée par le tribunal, préparée en totale conformité avec la directive de la Cour et vérifiée par un expert indépendant. De plus, nous avons joint un document supplémentaire que nous estimons directement pertinent quant à la véritable motivation derrière cette requête. Elle a tendu le dossier à l'huissier. C'était le même dossier en plastique transparent qui était sur notre table depuis 8h45 ce matin. Onglet jaune, 40 pages. L'huissier l'a porté au juge. Le juge Calvet l'a accepté sans expression et a commencé à le feuilleter. Il s'est arrêté, et revenu en arrière, a relu. De l'autre côté de l'allée, Christophe Delorme regardait le dossier changer de main avec les sourcils froncés. Il s'est penché vers Gérard et a chuchoté quelque chose. Gérard a secoué la tête, dédaigneux, impatient. Je pouvais voir ses lèvres bouger, elle n'a rien. Rachel s'est adressée au tribunal. Monsieur le juge, nous demandons respectueusement que le greffier lise l'inventaire des actifs pour le dossier, comme il est d'usage dans les procédures de tutelle contestées. Le juge Calvet a hoché la tête. Procédé. Le greffier, un homme dans la cinquantaine, avec le genre de baryton mesuré qui faisait ressembler tout à un verdict, a ouvert le dossier à la première section ongletée. J'ai regardé Gérard une dernière fois avant que ça commence. Il était assis au fond de sa chaise maintenant, jambes croisées, une main reposant sur la table, composé, certain, toujours certain.
Il pensait que c'était une formalité, le profil financier d'une femme de 33 ans qui vivait dans un studio et conduisait une Honda Civic de 10 ans. Il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Le greffier s'est raclé la gorge. Mais avant de vous dire ce qu'il y avait dans ce dossier, je dois vous ramener à la nuit précédant l'audience. 21h43, mon téléphone a sonné. Pas Gérard. Pas Dominique. Un numéro avec l'indicatif régional d'Étienne. Son dortoir universitaire. Léa. La voix de mon frère. Basse et tendue. La façon dont il sonne quand il essaie d'être calme à propos de quelque chose pour lequel il n'est pas calme du tout. Je suis au courant pour l'audience de demain. Étienne. J'ai acheté un billet de bus. Je serai au tribunal avant 8 heures. Tu n'as pas à faire ça. Si, je dois le faire. Une pause. Bruit de fond. Le son étouffé d'un couloir de dortoir. La musique de quelqu'un à travers un mur. Léa, écoute. J'ai entendu papa au téléphone avec son avocat la semaine dernière. J'étais dans la cuisine en train de me faire un sandwich et il était dans le garage avec la porte entrouverte et il ne savait pas que j'étais là. Ma poitrine s'est serrée. Il a dit, ce sont ses mots exacts, la fille a probablement 30 ou 40 briques à la banque. C'est assez pour couvrir quelques mois de paiement. Une fois que la tutelle est prononcée, je vends sa voiture et le bail de l'appartement et on restructure. La voix d'Étienne s'est durcie. Il t'a appelé la fille, Léa, pas ton nom, la fille. Et puis il a dit à son avocat, obtenez-moi juste la signature. Elle ne va pas se battre. Elle n'a pas ça en elle. J'ai pressé ma paume à plat contre la table de cuisine. Le grain du bois était frais sous mes doigts. Et il y a autre chose, a dit Étienne. Je l'ai enregistré. Toute la conversation, 18 minutes. Étienne, avant que tu dises quoi que ce soit, j'ai vérifié. En France, l'enregistrement est légal s'il n'est pas obtenu par un stratagème déloyal, et pour prouver une infraction pénale, c'est admissible. J'ai vérifié avec Rachel. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des mois, je ressentais autre chose que de la pression. Je me sentais non seul. Tu me protèges depuis que j'ai 7 ans, a dit Étienne. J'en ai 20 maintenant. C'est mon tour. 6h15 le matin de l'audience, lumière grise à travers la fenêtre de la salle de bain. Je me suis tenu devant le miroir, chemise boutonnée à moitié, et je me suis regardé dans les yeux. Pas de discours d'encouragement, pas de monologue intérieur dramatique, juste une femme s'habillant pour le jour le plus important de sa vie d'adulte. Mon téléphone a vibré. Rachel. Ordre des opérations, a-t-elle dit, très pro. Premièrement, le rapport de Linda Marchand. Nous établissons que vous êtes compétente et que leur évaluation psychologique est bonne pour la poubelle. Deuxièmement, l'inventaire des actifs. Nous montrons au tribunal que non seulement vous êtes compétente, mais que vous construisez votre patrimoine indépendamment depuis plus d'une décennie. Troisièmement, elle a fait une pause. Troisièmement, c'est l'audit judiciaire, l'usurpation d'identité, le prêt hypothécaire, les cartes de crédit. C'est celui qu'ils n'attendent pas. C'est celui que personne n'attend. Quand le point 3 arrive au dossier, j'ai besoin que vous fassiez exactement une chose, Léa. Restez assise. Restez silencieuse. Laissez les documents parler. J'ai laissé les documents faire la conversation toute ma carrière. Une pause. J'ai cru entendre Rachel presque rire. Bon point. Une dernière chose. Votre frère, il vient. Il est dans un bus en ce moment. Bien. Si nous avons besoin de son témoignage, il corrobore le mobile. Gérard enregistré disant qu'il veut votre argent pour couvrir ses dettes. Ce n'est pas un père inquiet cherchant une tutelle. C'est de la prédation financière avec des étapes supplémentaires. Compris. À 8h30. J'ai fini de boutonner ma chemise, passer une main dans mes cheveux, hydratant, baume à lèvres, chaussures plates. C'était tout. J'ai ramassé le dossier, 40 pages, onglet jaune, et les glissé dans mon sac à côté d'une bouteille d'eau. J'ai conduit la Honda Civic jusqu'au tribunal, feu rouge à l'intersection de la rue de la République. Je me suis arrêté, j'ai jeté un coup d'œil au siège passager, le dossier, la bouteille d'eau, tout mon dossier dans un classeur en plastique transparent qui avait coûté 2 € à la papeterie. Feu vert. Je suis revenu dans la salle d'audience.
Le greffier tenait le dossier ouvert, s'est raclé la gorge et a commencé. Actif numéro 1. Son baryton était égal, presque monotone, la voix d'un homme qui avait lu des milliers de documents sans commentaire. Plan d'épargne en action, PEA, et compte titres associés détenus uniquement au nom de Léa L. Dubois. Solde vérifié au 31 octobre, 1 120 400 €. La salle d'audience n'a pas halté. Cela n'arrive que dans les films. Ce qui s'est passé était pire, plus viscéral. Un silence si dense qu'il avait une masse. La voix du greffier a plané dans l'air comme de la fumée, et personne n'a bougé. Le stylo de Christophe Delorme a touché son bloc-notes, mais n'a pas écrit. Le mouchoir de Dominique est tombé de ses doigts sur ses genoux. Gérard s'est penché en avant lentement, comme un homme qui avait mal entendu quelque chose et tendait l'oreille pour attraper la correction. Le juge Calvet a regardé du document vers moi, puis vers Gérard, puis de nouveau vers le document. Son expression n'a pas changé, mais sa posture s'est modifiée, redressée de la façon dont elle le fait quand un juge réalise que l'affaire qu'il entend n'est pas celle dont on lui a parlé. Gérard s'est tourné vers Christophe Delorme. Je l'ai entendu. Toute la salle l'a entendu parce que Gérard n'a jamais appris à chuchoter. Ce n'est pas. Il y a une erreur. Où est-ce qu'elle aurait? C'est une employée de bureau. Vérifiez le chiffre. Ça ne peut pas être juste. Christophe Delorme n'a pas vérifié le chiffre. Il fixait le document dans la main du jugé pour la première fois depuis le début de l'audience, son stylo main blank était rebouché. Rachel était assise immobile à côté de moi. J'étais assise immobile à côté d'elle. Nous étions d'accord. Ne rien dire. Laissez les chiffres parler. Le greffier a regardé le juge. Le juge Calvet a hoché la tête. Continuez. Actif numéro 2. Le greffier a tourné la page. 3 propriétés locatives résidentielles détenues uniquement au nom de Léa L. Dubois. Il les a énumérées une par une. Adresse, date d'achat, valeurs estimées actuelles, chacune vérifiée par un expert immobilier indépendant. Un 2 pièces impasse des Ormes acheté aux enchères judiciaires il y a 8 ans pour 21 000 €. Valeur actuelle 170 000 €. Un 3 pièces avenue de la Gare acheté il y a 5 ans pour 56 000 €. Valeur actuelle 315 000 €. Un duplex rue des Cèdres acheté il y a 3 ans pour 85 000 €. Valeur actuelle 335 000 €. Valeur totale estimée de l'immobilier, 820 000 €. Revenu locatif annuel combiné, 36 500 €. Christophe Delorme a fermé son ordinateur portable, placé ses 2 mains à plat sur la table. Il n'a pas regardé Gérard. Il n'a regardé personne. Il faisait des maths, pas des maths financières, mais des maths professionnelles, le genre où vous calculez la profondeur du trou que votre client a creusé et s'il est trop tard pour en sortir. Le visage de Gérard était d'une couleur que je ne lui avais jamais vue auparavant, pas rouge de colère, pas la composition forcée de l'autorité. Quelque chose entre l'incrédulité et le vertige. Sa fille, celle qu'il avait appelée une employée de bureau, celle qui vivait dans une boîte, celle qui ne pouvait pas gérer sa propre vie, possédait 3 maisons. Il avait perdu la sienne. Elle en possédait 3. Dominique ne pleurait plus. Elle fixait l'arrière de la tête de Gérard avec une expression qui, si vous ne la connaissiez pas, aurait pu ressembler à un choc, mais je la connaissais. C'était le visage que Dominique faisait quand elle recalculait, quand le script qu'elle avait préparé n'était plus utile et qu'elle avait besoin d'un nouveau. Tante Barbara, dans la galerie, avait décroisé les bras et était assise, les paumes à plat sur ses cuisses, absolument immobile. Thomas Garnier regardait la porte de sortie. Le juge Calvet a dit. Poursuivez. Le greffier a tourné vers le 3e onglet. Il a commencé. Actif numéro 3, document supplémentaire. Rapport d'audit judiciaire indépendant préparé par le cabinet d'expertise comptable Hargrove-Edin. Il a lu régulièrement, sans inflexion. La façon dont un homme lit quelque chose qui n'a pas besoin de drame parce que les faits le fournissent. Conclusion. Entre janvier de l'année précédente et septembre de l'année en cours, Gérard R. Dubois et Dominique Monsieur Dubois ont exécuté des transactions financières non autorisées totalisant 315 000 € en utilisant les informations d'identification personnelle de l'intimé Léa L. Dubois. Il a continué. Les transactions incluent 2 comptes de crédit renouvelables ouverts par usurpation d'identité, solde combiné de 26 500 €, un prêt garanti par hypothèque d'un montant de 78 000 € obtenu en utilisant une procuration révoquée et une signature falsifiée.
Retrait non autorisé supplémentaire, transfert de solde et frais associés totalisant 210 500 €. La main du juge Calvet s'est levée. Arrêté. Le greffier s'est arrêté. Le juge a fixé la page. Puis il a retiré ses lunettes de lecture lentement, délibérément, et les a posées sur le bureau. Il a regardé Gérard Dubois. Il a regardé Dominique Dubois. Il a regardé Christophe Delorme, dont le visage s'était vidé jusqu'à la couleur des murs de la salle d'audience. « Faites entrer la sécurité », a dit le juge Calvet. Pas un cri. Pire, la voix calme et de fer d'un homme qui venait de découvrir qu'il était utilisé. Maintenant, Gérard s'est levé. La chaise a raclé le sol. C'est un malentendu, monsieur le juge. Je suis son père. Monsieur Dubois, asseyez-vous. 2 agents de sécurité sont entrés par la porte latérale et se sont postés près de la sortie. Gérard s'est assis. Ses mains tremblaient, les mêmes mains qui avaient tapé sur la table en triomphe il y a 5 minutes. Le visage de Dominique était blanc, sa bouche légèrement ouverte, le mouchoir oublié sur le sol. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé. Je me suis assise avec mes mains sur mes genoux et j'ai laissé le papier faire ce que le papier fait le mieux. Il disait la vérité. La porte de la salle d'audience s'est ouverte à nouveau, pas la sécurité cette fois. Étienne est entré, portant un sweat à capuche universitaire et un jean, un sac à dos sur une épaule, un gamin de 20 ans qui avait l'air d'avoir pris un bus toute la nuit pour arriver ici parce que c'était le cas. Ses yeux ont trouvé les miens en premier. Je lui ai fait le plus petit signe de tête que je pouvais gérer sans craquer. Rachel s'est levée. Monsieur le juge, nous avons un témoin supplémentaire. Étienne Dubois, 20 ans, le fils des requérants. Gérard a pivoté sur sa chaise. Étienne, qu'est-ce que tu... Il s'est rattrapé, a jeté un coup d'œil au juge, a baissé la voix. Qu'est-ce que tu fais ici? Étienne n'a pas répondu à son père. Il a marché jusqu'à la barre, s'est assis et a regardé directement le juge Calvet. Monsieur le juge, il y a une semaine, j'ai entendu mon père parler au téléphone avec son avocat depuis le garage de notre maison familiale. J'étais dans la cuisine adjacente. Il ne savait pas que j'étais présent. Il a sorti un morceau de papier plié de la poche de sa veste, une transcription imprimée. Mon père a déclaré, et je cite, « La fille a probablement 30 ou 40 briques à la banque. C'est assez pour couvrir quelques mois de paiement. Une fois que la tutelle est prononcée, je vends sa voiture et le bail de l'appartement et on restructure. » Il a aussi fait référence à ma sœur comme la fille et a dit, « Obtenez-moi juste la signature. Elle ne va pas se battre. Elle n'a pas ça en elle. » Étienne a regardé Gérard pour la première fois. Papa n'a pas déposé cette requête parce qu'il s'inquiète pour Léa. Il l'a déposée parce qu'il est fauché et qu'il pensait qu'elle était une cible facile. Gérard s'est jeté en avant sur son siège. Étienne, tu trahis ta famille. Le marteau du juge Calvet a frappé le bureau comme un coup de feu. Monsieur Dubois, un mot de plus et je vous fais l'expulser et outrage à magistrat. Me comprenez-vous? La bouche de Gérard s'est ouverte. Fermée. Il s'est rassis. Ses mains agrippaient les accoudoirs. La Rolex, la fausse, a capté la lumière fluorescente une dernière fois. Étienne, toujours à la barre, s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides, mais sa voix était stable. Je suis désolé de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt, Léa. J'ai serré les lèvres. Je ne pouvais pas parler, mais j'ai soutenu son regard, et j'ai espéré qu'il comprenait qu'il n'y avait rien au monde à pardonner. Le juge Calvet a retiré ses lunettes à nouveau. Il les a placées sur le bureau avec la précision d'un homme qui choisissait ses prochains mots très soigneusement. La salle d'audience était absolument immobile, la sécurité aux portes. Gérard verrouillé sur sa chaise. Dominique immobile. Christophe Delorme avec son ordinateur portable fermé et ses mains sur ses genoux, regardant un point sur la table comme s'il voulait disparaître dedans. Le tribunal a entendu suffisamment de preuves pour rendre une décision sur cette affaire. La voix du juge Calvet était mesurée, chaque mot délibéré. Premièrement, la requête de mise sous tutelle concernant Léa L. Dubois est rejetée. Il n'y a aucune preuve crédible, aucune, que l'intimée manque de capacité pour prendre soin d'elle-même ou gérer ses finances. Au contraire, les preuves présentées aujourd'hui démontrent un niveau de compétence financière et de discipline que la plupart des adultes dans cette salle d'audience, y compris cette cour, trouverait exceptionnel.
Il a laissé cela se poser. Deuxièmement, l'évaluation psychologique soumise par les requérants, rédigée par le docteur Henri Philippe, a été préparée sans aucun examen direct de l'intimé. Ce tribunal considère ce document comme étant au mieux grossièrement négligent et au pire une tentative délibérée d'induire le tribunal en erreur. Je réfère le rapport du docteur Philippe à l'ordre des médecins pour examen. La mâchoire de Gérard s'est serrée. Troisièmement, et c'est la question qui me préoccupe le plus. Le juge s'est penché en avant. L'audit judiciaire joint à la déclaration de l'intimé présente des preuves prima facie d'usurpation d'identité, de fraude financière et d'utilisation d'une procuration révoquée pour obtenir du crédit au nom d'une autre personne. Ce ne sont pas des affaires civiles. Ce sont des actes criminels. Il s'est tourné vers le greffier. J'ordonne que le dossier complet de cette procédure, ainsi que l'audit judiciaire et toute la documentation à l'appui, soit transmis au bureau du procureur de la République pour enquête criminelle. Retour vers Gérard et Dominique. Monsieur et Madame Dubois, vous ne devez pas quitter le département jusqu'à nouvel ordre. Comprenez-vous? Gérard n'a pas répondu. Dominique a hoché la tête à peine. Le marteau est tombé. L'audience est levée. Le son a résonné sur les murs lambrissés et le haut plafond et les néons qui bourdonnaient, indifférents, comme le font les systèmes, continuant à fonctionner peu importe qui vient d'être exposé dessous. Gérard fixait ses chaussures, chères, cirées, achetées pour une performance judiciaire qui venait de se transformer en scène de crime. J'avais rêvé de ce que ce moment ferait ressentir. La vérité, c'est que ça ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à expirer après avoir retenu mon souffle pendant 11 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci sincèrement. Cette histoire n'est pas encore finie. Ce qui se passe après que le marteau tombe, quand la salle d'audience se vide et que vous vous tenez dans un couloir avec les gens qui étaient censés vous aimer inconditionnellement. C'est la partie que je n'ai jamais pensé avoir le courage de raconter. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose comme ça, partagez cette histoire avec lui. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul est la première étape. Restez avec moi. Nous y sommes presque. Le couloir à l'extérieur de la salle avait un sol en granit qui faisait résonner chaque pas. Je marchais vers la sortie avec Rachel à ma gauche et Étienne 2 pas derrière quand je l'ai entendu. Léa. Gérard arrivant vite, Dominique traînant derrière lui. Christophe Delorme s'écartant déjà vers les ascenseurs sans regarder en arrière. La veste de costume de Gérard était déboutonnée, sa cravate desserrée, l'apparence contrôlée d'il y a une heure s'effondrant en temps réel. Tu dois laisser tomber ça. Le renvoi au procureur. Dis à ton avocat de le retirer. Je suis ton père. Un agent de sécurité s'est avancé. Rachel s'est positionnée entre Gérard et moi sans élever la voix. Monsieur Dubois, ma cliente n'a aucune obligation de vous parler. Je vous conseille fortement de garder vos distances. Gérard l'a ignoré. Ses yeux étaient sur moi. Pas en colère maintenant, pas commandant, désespéré. C'était la première fois de ma vie que je voyais Gérard Dubois avoir l'air désespéré, et cela aurait dû me donner satisfaction, mais au lieu de cela, ça m'a juste fatigué. Il s'est tourné vers Étienne. Fils, tu sais qu'ils t'ont manipulé. Ta sœur. Papa. La voix d'Étienne était calme mais définitive. Arrête. Personne ne m'a manipulé. Tu as fait tout ça toi-même. Dominique a tendu la main vers mon bras. Ses doigts ont effleuré ma manche. Froid, tremblant. Léa, s'il te plaît. Je suis désolé, ma chérie. Je suis tellement désolé. Je me suis arrêté de marcher, je me suis tourné pour lui faire face, et j'ai dit la chose la plus vraie que j'ai jamais dite à ma mère. Maman, tes excuses n'effacent pas 315 000 € de transactions non autorisées en mon nom. Tu dois parler à un avocat maintenant, pas à moi. Je me suis retourné, chaussures plates sur granit, Rachel à côté de moi, Étienne derrière moi, les portes vitrées du tribunal devant, la lumière de l'après-midi se déversant à travers elles comme quelque chose qui s'ouvre. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait rien derrière moi dont j'avais encore besoin. Le système a bougé à son propre rythme après cela, lentement et puis tout d'un coup. 2 semaines après l'audience, le bureau du procureur a ouvert une enquête formelle. Gérard a été inculpé de 3 chefs d'accusation, usurpation d'identité, un délit grave, fraude financière, et faux et usage de faux devant le tribunal. Dominique a été inculpé pour complicité.
Le docteur Henri Philippe a reçu une notification de l'ordre des médecins que sa licence était en cours d'examen pour avoir émis une évaluation clinique sans examen direct du patient. Je n'ai jamais appris le résultat, mais Rachel m'a dit que le site web de son cabinet a été mis hors ligne le mois suivant. Christophe Delorme n'a pas fait face à des accusations criminelles, mais le barreau a ouvert une enquête déontologique pour savoir s'il avait fait preuve de diligence raisonnable en vérifiant les preuves qu'il présentait. Rachel a dit que d'après son expérience, ce genre d'enquête ne mettait pas fin aux carrières, mais qu'elle les suivait. La licence d'entrepreneur de Gérard, déjà suspendue pendant la liquidation, a été définitivement révoquée une fois les accusations déposées. Même s'il gagnait l'affaire pénale, la Chambre des métiers avait ses propres normes, et une inculpation pour fraude les dépassait. Le prêt hypothécaire, les cartes de crédit, les demandes falsifiées, tout a été documenté, contesté et annulé. Chaque compte frauduleux a été fermé. Chaque débit non autorisé a été annulé. Mon dossier bancaire a été nettoyé ligne par ligne comme on frotte un graffiti sur un mur que quelqu'un d'autre a vandalisé. Le total volé, 315 000 €. Chaque euro comptabilisé est ordonné d'être restitué par le tribunal. Les gens m'ont demandé si j'avais poussé pour la peine maximale. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas demandé de dommages-intérêts punitifs. Je n'ai pas cherché de déclaration publique ou d'interview médiatique. J'ai demandé exactement deux choses, le retour de ce qui avait été pris et la suppression de toute marque frauduleuse de mon dossier financier. C'est tout. Je n'avais pas besoin de leur punition. J'avais besoin de mon nom. Propre, intact et à moi. Rachel a déposé la demande d'ordonnance de protection la semaine après l'annonce des charges par le procureur. Le tribunal l'a accordé sans audience. Le juge a examiné le dossier de l'affaire de tutelle et a signé le jour même. 150 mètres. Pas de contact direct, pas de contact indirect, pas de communication par des tiers, une ligne claire, légale, applicable tracée sur papier. Le genre de document que j'avais passé ma carrière à classer pour d'autres personnes et que je n'avais jamais imaginé avoir besoin pour moi-même. J'ai changé mes serrures, changé mon numéro de téléphone, placé une opposition sur mes dossiers bancaires, l'équivalent numérique de verrouiller chaque porte et fenêtre et de les souder. Personne n'ouvre rien en mon nom sans mon autorisation explicite, vérifiée en personne, plus jamais. Lundi matin, je suis entré au service de la publicité foncière à 7h58. Même bureau, même mug Folger, même néon. Marguerite Hoult était déjà là. Elle était toujours là en premier, un reste de ses jours d'expert comptable. Mais ce matin, au lieu de son signe de main habituel, elle se tenait à mon bureau avec une tasse d'expresso de la petite machine qu'elle gardait dans la salle de pause. J'ai lu pour l'audience, a-t-elle dit. Elle n'a pas demandé de détails. Marguerite était le genre de personne qui comprenait que la meilleure chose que l'on puisse offrir à quelqu'un après une guerre, c'est la normalité. Tu vas bien? J'ai pris la tasse. Elle était chaude. L'expresso était noir et légèrement amer. Rien à voir avec le café filtre que je buvais depuis 7 ans. Une petite cérémonie. Une reconnaissance silencieuse que quelque chose avait changé. Je vais bien, ai-je dit. Pour la première fois depuis longtemps. Marguerite a hoché la tête, m'a tapoté l'épaule une fois fermement, comme elle faisait tout, et est retournée à son bureau. Je me suis assise, j'ai allumé mon écran. Transfert de propriété, dossiers fiscaux, dépôt. La machinerie ordinaire d'un bureau départemental bourdonnant, inchangé. Une ordonnance de protection n'est pas une punition. Ce n'est pas une vengeance. C'est une déclaration en langage juridique qui dit « Voici la ligne, et vous vous êtes mis de l'autre côté ». Je n'ai pas tracé la ligne parraine. Je l'ai tracée parce que j'ai enfin compris que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est un accès. Étienne est venu à mon appartement pour la première fois le samedi après l'audience. Il s'est tenu dans l'embrasure de mon studio de 42 mètres carrés, sac à dos sur l'épaule, et a regardé autour de lui avec une expression coincée quelque part entre l'amusement et l'incrédulité. « Tu vis ici ? Tu possèdes 3 autres maisons et tu vis ici ? Le loyer est de 750 €. Il a ri. Vraiment ri. Un vrai rire, pas le genre prudent et circonspect qu'il avait appris à produire dans la maison de Gérard. Il a laissé tomber son sac à dos près de la porte et s'est assis par terre parce qu'il n'y avait qu'une seule chaise et que j'étais déjà dessus. « Je suis désolé », a-t-il dit plus calmement maintenant. Je savais comment était papa. Je savais comment il était depuis des années. Et je n'ai rien dit jusqu'à. Tu avais 17 ans,
puis 18, puis 19, et tu étais en première année d'université à essayer de survivre avec une bourse et la nourriture du resto U. Ce n'était pas ton combat, Étienne. Ça n'a jamais été ton combat. J'en ai fait mon combat. Et c'était la chose la plus courageuse que quelqu'un dans cette famille ait faite depuis longtemps. Nous avons commandé des pizzas, mangé par terre le dos contre le mur, assiette en carton sur les genoux, 2 verres d'eau du robinet. Pas de vin, pas de cérémonie, pas de prétention. La fenêtre était ouverte et l'air du soir entrait avec le bruit de la circulation et la radio d'un voisin. Léa? Ouais. Tu m'apprendras à investir? Je l'ai regardé, 20 ans, tache de café sur son sweat à capuche, sauce pizza sur son pouce. Mon petit frère qui avait pris un bus toute la nuit pour s'asseoir dans un tribunal et dire la vérité sur son propre père. Étape 1, ouvrir un PEA. Étape 2, ne jamais, jamais le dire à papa. Il a souri. J'ai souri en retour. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, mon appartement ne semblait pas petit. Il semblait exactement de la bonne taille. 6 mois plus tard, Gérard a accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC. 2 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général et restitution complète de 315 000 € payables en versements échelonnés. Dominique a reçu une peine plus légère, mise à l'épreuve, et crédit de coopération pour avoir aidé à l'enquête. Aucun d'eux n'est allé en prison. Le système les a traités comme le système traite les délinquants primaires non violents, fermement, mais sans cruauté théâtrale. La maison de 4 chambres a été saisie et vendue aux enchères. Gérard et Dominique ont emménagé dans un appartement d'une chambre dans une ville à 50 km de là. Je le sais non pas parce que je les ai cherchés, mais parce qu'Étienne l'a mentionné une fois brièvement et a ensuite changé de sujet. Je ne les appelle pas. Ils ne m'appellent pas. Pas à cause de l'ordonnance de protection. C'est juste la limite légale. La vraie limite est plus ancienne et plus profonde et a été construite sur 33 ans à s'entendre dire que je n'étais pas assez. Au travail, j'ai été promu. Analyste principal des registres, un titre qui est venu avec une petite augmentation et une nouvelle plaque sur mon bureau. Je l'ai mise à côté du reçu encadré de mon dernier paiement de prêt étudiant. 2 documents côte à côte. L'un qui marquait la fin d'une dette. L'un qui marquait le début du fait d'être vu. Je suis toujours dans le studio, mais pour la première fois, j'ai regardé des maisons non pas pour investir, non pas pour le revenu locatif. Pour moi. Un endroit où je vivrais vraiment, avec une cuisine assez grande pour cuisiner un vrai repas et un jardin où je pourrais mettre une chaise et m'asseoir au soleil sans devoir d'explication à personne sur la façon dont je passe mon temps. Quelqu'un m'a demandé récemment si j'avais pardonné à mes parents. J'y ai pensé pendant un long moment. Ce que j'ai dit, c'est, le pardon est mon affaire. Les conséquences sont celles du tribunal, et les limites nous appartiennent à tous les deux. Alors, voilà l'histoire. Je suis Léa Dubois, 33 ans, 34 le mois prochain, en fait. Analyste aux archives départementales, propriétaire d'une Honda Civic avec 180 000 km, d'un studio que j'ai choisi, de 3 propriétés locatives que j'ai gagnées, et d'un portefeuille d'investissement que j'alimente depuis que j'ai 22 ans. Mon père m'appelait la fille qui trie de la paperasse. Il n'avait pas tort. J'ai passé 11 ans à trier de la paperasse, titre de propriété, certificat d'hypothèque, avis de saisie, dossier financier. J'ai appris le langage de la propriété et de la perte en le regardant passer entre mes mains 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et quelque part en cours de route, le papier m'a appris quelque chose que Gérard Dubois n'avait jamais prévu, que la personne la plus calme dans la pièce peut construire le plus. Je n'ai rien fait de tout cela pour lui prouver qu'il avait tort. C'est la partie sur laquelle les gens se méprennent. Je l'ai fait parce que c'était à moi. Chaque euro, chaque heure de rénovation le week-end, chaque relevé trimestriel, à moi, construit dans le silence, maintenu dans la discipline et défendu dans un tribunal quand les gens qui auraient dû être fiers de moi ont essayé de le prendre à la place. Je pense à cette audience parfois. Le son de la voix du greffier lisant des chiffres pour le dossier. Le moment où les néons ont semblé plus brillants qu'ils ne l'avaient été toute la matinée. La façon dont les doigts de Gérard ont finalement arrêté de taper sur la table. Je n'y pense pas avec satisfaction. J'y pense avec une sorte de clarté épuisée. La clarté que vous ressentez quand vous avez porté quelque chose de lourd pendant très longtemps et que vous le posez enfin pour réaliser que vos mains tremblent. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez été forte plus longtemps que vous ne le saviez.
Je trie de la paperasse. Je garde des registres. Je fais attention aux petits caractères. Et j'ai construit ma vie selon mes propres termes. Chaque page. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cela a touché quelque chose en vous, allez-y, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez. Pas pour les chiffres. Parce que quelque part dehors, quelqu'un est assis seul en ce moment à se demander s'il est assez fort pour tracer la ligne. Faites-lui savoir que la réponse est oui. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, vérifiez la description ci-dessous. Il y en a une autre qui vous attend.